Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Dovko Renblid, je suis enseignant-chercheur effectivement à l'Université Clermont-Auvergne, à laboratoire Géolab, et actuellement en délégation à Toulouse au LEF, au laboratoire d'écologie fonctionnelle. Donc, moi, je vais vous présenter un projet ANR PRCE, PRCE, c'est-à-dire un projet qui se fait en interaction entre des partenaires institutionnels, français et étrangers, et une entreprise de modélisation environnementale. C'est un projet qui est assez récent, hein, qui a débuté il y a quelques mois et qui court donc jusqu'à fin 2025 et qui a pour objectif d'aboutir à une modélisation des paysages fluviaux. Alors, on va en parler un petit peu. Je vais présenter le contexte pour dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'une modélisation qui va reproduire les trajectoires d'évolution des systèmes fluviaux, quelles problématiques, quels gains, qu'est-ce qu'on a à y gagner, hein. Alors, le contexte, les systèmes pluviaux, donc ce sont les cours d'eau, on en a déjà parlé, hein. Quelle est l'originalité de ces systèmes écologiques? Ce sont des systèmes avec des interactions qui sont extrêmement fortes entre les processus physiques, les conditions d'habitat, avec des gradients très forts, hein. Par exemple, des gradients liés à la présence de l'eau, des gradients d'exposition à l'effet des crues, des gradients physico-chimiques également, et puis des flux de matière et d'énergie qui sont très, très forts ici. Je pense aux flux liquides liés à l'hydrologie, aux variations du niveau d'eau et puis aux flux sédimentaires. Et donc des interactions qui sont particulièrement fortes avec la végétation. Et cette végétation qui est un acteur majeur des cours d'eau, on le sait aujourd'hui, hein, cette végétation, elle répond bien évidemment aux contraintes physiques, conditions d'habitat et puis aux flux de matière et d'énergie. Mais en même temps, cette végétation, on le voit ici sur l'image de droite, hein, elle affecte de manière très importante la cohésion du substrat. Et puis le piégeage également des sédiments, des nutriments, de la matière organique. Ce que vous voyez à droite, c'est une unité très jeune qui a 2 ans, constituée ici, si j'ai une bonne vue, de peupliers noirs, juvéniles et de sols blancs, qui piègent des sédiments fins dans un endroit sur des bancs alluviaux très exposés sur la rivière Allier, ici où les sédiments fins n'ont rien à faire en réalité parce qu'ils ne peuvent pas se déposer sur la végétation. Donc, on a des couplages. Nous, on travaille depuis plus de 20 ans avec mon équipe de recherche sur ces couplages, rétroaction du point de vue fondamental, vraiment sur les questions scientifiques des couplages niveau individu, population et communauté entre les processus physiques et puis la dynamique végétale. Alors, aujourd'hui, les cours d'eau, hein, et ça, c'est le contexte mondial, hein, ils ont été très largement altérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été largement endigués, régulés par la construction de barrages, l'extraction des granulats qui a conduit à des phénomènes de chenalisation. Ce qu'on voit ici, c'est la rivière Garonne, le fleuve, pour être plus précis. Le fleuve Garonne en aval immédiat de Toulouse. Donc ça, c'est une image que je montre toujours à mes étudiants lorsque je parle de restauration des cours d'eau, en leur posant la question, est-ce que c'est un cours d'eau? Ils me répondent tout de suite, bah oui, bien évidemment, on voit un chenal, un canal. Alors, je suis obligé de passer beaucoup de temps à leur expliquer qu'un cours d'eau ne se réduit pas à un chenal d'étiage, mais évidemment, il y a le lit mineur, le lit moyen, qu'on devine ici, mais il a été effacé par l'activité anthropique ici, hein, culture, urbanisation, etc. Le lit moyen, donc la zone là, soumise au déplacement et à l'activité du fleuve récurrente, je dirais les crues qui se produisent dans un intervalle entre 3 et 10 ans. Et puis ensuite, au-delà, ce que vous voyez, c'est toujours le cours d'eau. C'est le lit majeur de la Garonne qui fait près de 5 km et qui est capable d'être submergé, on dira statistiquement en moyenne, tous les 100 ans. C'est vraiment les crues exceptionnelles. Donc il y a des enjeux qui sont extrêmement forts en termes de restauration aujourd'hui. Et depuis 20 ans, on a défini un objectif qui était l'un des objectifs de la directive cadre sur l'eau, avec des objectifs qui étaient fixés à 2014, déjà derrière. Donc, on a des objectifs maintenant qui sont avancés dans le temps, qui est de restituer ce qu'on appelle un espace de liberté, c'est-à-dire de redonner au cours d'eau finalement sa capacité à déborder, à reconstituer ses gradients transversaux et longitudinaux en termes de flux liquides sédimentaires et transversaux, de pouvoir déborder à nouveau, mais pouvoir éroder aussi et pouvoir se déplacer dans un espace. Voilà. Alors, ces questions qui sont prégnantes aujourd'hui, qui se font en interaction principalement avec les acteurs de la gestion environnementale sur les cours d'eau, les EPTB, les associations, les agences de l'eau, elle réclame d'avoir un outil qui permet de faire de la prédiction, des simulations pour voir quels seraient les scénarios possibles, envisageables, selon des scénarios différents, hein, liés à la quantité d'eau, construction de barrages, arrivée d'espèces exotiques, etc. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme trajectoire d'évolution des cours d'eau si, par exemple, on restaure un espace de liberté? Alors, quelle est l'originalité du modèle? Il existe un certain nombre de modèles aujourd'hui, d'ailleurs un certain nombre qui ont été développés par EDF et qui sont des modèles hydrauliques
Alors, c'est ce qu'on a en haut, hein, ce que vous voyez ici, Matter and Energy Flows, des modèles comme Telemac 2D qui vont reproduire d'un point de vue mécanistique les submersions. C'est ce qui permet de faire les plans de prévention des risques d'inondation. Et puis également, éventuellement, certains modèles, la mobilité sédimentaire, donc la mobilité des formes. L'originalité du modèle NumRIP, c'est d'intégrer la végétation dans les modèles, mais de l'intégrer comme des biologistes et des écologues le feraient, c'est-à-dire en connaissant cet objet, en connaissant toute sa plasticité au niveau individuel lors d'une crue, sa capacité à se reconfigurer, sa plasticité dans le sens phénotypique de sa réaction à l'environnement, mais également tout ce qui est adaptation sur le long terme. Donc, c'est un objet qui n'est pas statique, mais éminemment plastique, modelable et adaptable. Donc, notre objectif est de développer un modèle où on va modéliser l'objet végétation comme quelque chose qui est capable de répondre, de s'adapter et qui est capable d'affecter également les flux de matière et d'énergie et les formes pluviales. C'est ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble de ces rétroactions que l'on tente de modéliser de la manière la plus réaliste et plus simplement possible, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire mieux, il faut simplifier au maximum les trajectoires d'évolution des systèmes fluviaux. On a 2 sites d'études dans ce projet. Un site qui est très largement chenalisé, contraint par les activités anthropiques, c'est la Garonne, avec notre site entre Toulouse et la Confluence avec le Tarn. Et puis un autre site qui est extrêmement mobile et qui correspond à la réserve du Val d'Allier, de Châtel-de-Neuvre, sur l'Allier, vers Moulins, où on a la chance d'avoir d'une dernière portion de cours d'eau que l'on va définir comme sauvage. Est-ce que ça existe encore vraiment, des choses sauvages vraiment aujourd'hui à l'échelle de l'Anthropocène? Enfin, bon, en tout cas, une rivière qui a une dynamique géomorphologique qui est extrêmement forte et qui génère une mosaïque d'habitat qui est très, très diversifiée. Donc, je vous donne l'exemple ici de l'Allier. On a déjà beaucoup de données qu'on cumule depuis 20 ans. C'est ce qu'on a fait sur la Garonne également, avec des approches géomatiques. On fait des reconstitutions. On a déjà fait des reconstitutions à SIG de la géomorphologie et également de la mosaïque d'habitat, avec énormément de travaux sur le terrain également, de floristique et de définition des groupes taxos, des groupes floristiques et également du coup des groupes fonctionnels. Alors, comment est organisé ce projet? Quatre tâches, 4 volets principaux. Un volet trade base, characterization of plants, c'est le volet un peu qui est le pilier de ce projet où on va aller sur le terrain pour définir les groupes fonctionnels de plantes de réponse et d'effets, selon une approche classique de l'écologie fonctionnelle basée sur la mesure des traits. Un deuxième volet qui est basé sur plutôt des analyses de télédétection et de géomatique à partir des derniers outils aujourd'hui qui nous permettent de générer des données, des données que l'on générait il y a 30 ans encore dans nos rêves les plus fous et qu'on est capable aujourd'hui, avec les outils existants, de générer assez simplement quand on a les compétences et le matériel, bien évidemment. Troisième volet, c'est le développement du modèle, donc qui se fait par la société de modélisation en interaction étroite avec nos équipes. Et enfin, quatrième volet, qui est la validation et l'application et qui se fait entre nous et de manière très étroite avec les gestionnaires de l'environnement, donc les associations de gestion, les réserves, les EPTB, les agences de loi, et qui ont dialogue en permanence pour arriver in fine à un outil qui soit utilisable et qui va permettre d'utiliser la végétation. Quand je dis utiliser la végétation, ce n'est pas du génie végétal dans son sens classique, où on fait du fascinage, par exemple, de sol, mais où on laisse faire la végétation pour restaurer, non pas une structure, mais réellement une fonctionnalité qui est basée sur les rétroactions entre la dynamique végétale et la géomorphologie. Quelques mots un peu plus précis. Donc, sur le task 1, qu'est-ce qu'on va faire? On fait beaucoup de terrain pour faire de la floristique, définir les groupes de végétaux que l'on trouve sur nos sites. On décline les matrices floristiques sur des matrices fonctionnelles à partir de mesures directes de traits sur le terrain et à partir de l'utilisation de bases de données existantes pour définir des groupes de réponses. Et puis définir aussi les trajectoires en termes probabilistes entre ces groupes fonctionnels sur les gradients temporels et spatiaux que l'on trouve dans la rivière. Combiner donc aux approches de télédétection qui sont faites avec des photos aériennes, des images satellitaires haute définition, Sentinelle par exemple. Donc c'est intéressant parce qu'on peut faire de l'analyse rétrospective.
combiné à du prospectif à très haute définition. On utilise un drone qui est équipé d'une caméra LiDAR, d'une caméra multispectrale et hyperspectrale qui permet de faire du calcul de traits quasiment automatique, et également de la photogrammétrie multi-images qui permet d'avoir un jeu de données aujourd'hui qui est mis à notre service, pouvoir caractériser la végétation au-delà de ce qu'on peut faire sur le terrain. Vous voyez à gauche, c'est des reconstitutions 3D à partir de la photogrammétrie du LiDAR, de portions de corridors fluviales de plusieurs kilomètres, où on arrive à des degrés de précision de 5 cm. Donc, ça ouvre des très belles perspectives pour reconstituer les trajectoires d'évolution rétrospectives et du coup, de tester le modèle et de le calibrer. Ensuite, le modèle, donc avec un modèle préexistant physique qui a déjà été développé dans le cadre d'un ancien projet qu'on a eu au territoire, qui était financé à l'époque par le ministère de l'écologie et puis le CNRS. Donc, on reprend ce code pour le remettre à jour, et puis surtout, on est en train, et l'équipe de modélisation est en train de coder avec nous, parce qu'on interagit évidemment en permanence, le modèle végétation, donc sur l'objet végétation qui va venir se rajouter au module physique. Et enfin, en fin de projet, je l'espère, on arrivera à rentrer dans la phase test du modèle qu'on testera sur la Garonne, sur l'allier d'autres cours d'eau, on espère, pour le valider, le calibrer et aboutir in fine à un outil qui nous permettra de faire des prédictions, des trajectoires futures d'évolution de n'importe quel cours d'eau, aride, tempéré, semi-aride, tropical, naturel, complètement impacté, selon des scénarios divers, liés par exemple à la construction d'un barrage, liés à un changement de régime hydrosédimentaire, liés à la propagation d'une espèce native. Hein. On parle toujours d'espèces exotiques invasives, mais il existe des espèces natives invasives aussi. Hein. Les changements de climat favorisent des espèces qui existent aujourd'hui, et leur abondance, l'explosion de leur abondance n'est peut-être pas souhaitable non plus. L'explosion d'abondance d'une espèce exotique aussi, c'est des questions qui restent ouvertes et parfois souhaitables parce que du point de vue fonctionnel, elle se substitue à une espèce native qui a disparu. L'objectif sur le plus long terme, je dirais, à l'issue de ce projet ANR, sera de développer le modèle aux interfaces, aux écosystèmes d'interface terre-eau en général, qui ont les mêmes enjeux, hein, qui sont liés à la préservation de la liberté, de l'espace de liberté, la préservation également de l'accès aux ressources, eau, sédiments, etc. Et également la gestion des risques de submersion et d'érosion. Donc, je parle évidemment des systèmes fluviaux, mais également des systèmes côtiers. Donc, le modèle, il est dédié de manière directe à évoluer vers des modèles qui seront adaptés également aux mangroves, aux présalés et aux dunes côtières, des systèmes sur lesquels on travaille également du point de vue scientifique et pas de la modélisation, du point de vue du terrain et de la géomatique depuis des années également. Voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Salut. J'ai une question sur la sortie du modèle en termes de gestion. Qu'est-ce que sont les options présentées? Alors, les options, déjà, il faut dire que c'est un modèle qui est très convivial, donc il est destiné à pouvoir être utilisé par les scientifiques pour tester des hypothèses scientifiques, mais également évidemment par les gestionnaires, par exemple. Donc, on aura des sorties qui seront très, très visuelles, qu'on pourra visualiser directement en 2 dimensions, en 3 dimensions, sur l'évolution de la morphologie de la rivière et sur l'évolution de la mosaïque d'habitat. Et à partir de ça, on pourra faire des mesures. Par exemple, le modèle, il n'est pas dédié à simuler de manière extrêmement précise une portion de cours d'eau en disant, vous voyez, dans 20 ans ou dans 30 ans, vous aurez exactement telle configuration. Il est destiné à avoir des sorties statistiques de tendance générale sur une portion donnée en disant, bah voilà, par exemple, votre diversité de la mosaïque d'habitat, la largeur du cours d'eau, sa profondeur, son potentiel de submersion, son degré de mobilité, sa capacité à transporter du sédiment ou à générer de la biodiversité ou à sous-tendre la possibilité de tel groupe fonctionnel à rester en place ou à disparaître. C'est ce type de choses qu'on va avoir. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que le modèle permettra d'avoir une modélisation sur, par exemple, l'effet cumulé de restauration de zones humides sur la réduction de l'impact des inondations en aval? C'est souvent, nous, une remontée terrain qui nous parvient sur le manque justement de données sur ces effets cumulés, enfin, d'un point de vue bénéfique en tout cas. C'est le but du modèle. Le modèle, il est vraiment ciblé du point de vue technique sur la prise en compte des rétroactions entre les différents éléments. Donc, à partir du moment où on s'intéresse aux feedbacks qui se mettent en place,
on va s'intéresser à la contingence, on va s'intéresser aux conditions initiales et on va s'intéresser aux effets cumulés. Et comment ces effets cumulés, à un moment donné, vont donner lieu à des trajectoires divergentes, convergentes ou à des ruptures, etc. Donc oui, les effets cumulés, justement, sont et doivent être pris absolument en compte Sur dans ce des modèle. hypothèses de restauration, par exemple. Sur n'importe Ok, quelle hypothèse, mais notamment, évidemment, les hypothèses de restauration ponctuelle ou à plus large échelle, à l'échelle d'un bassin, par exemple. super. Merci beaucoup.